Imaginez une ville plongée dans la peur. Un homme s'évade de prison d'une manière totalement inimaginable. Un criminel que certains décrivent comme le diable en personne. Son évasion ne marque pas seulement le début de sa cavale, mais aussi le début d'un cauchemar pour toute une ville. Les rues deviennent désertes, l'angoisse s'installe. Personne ne se sent en sécurité. Un seul nom est sur toutes les lèvres, un seul visage hante les esprits. Qui est cet homme? Pourquoi inspire-t-il tant de terreur? Accrochez-vous, car l'histoire que je vais vous raconter est aussi vraie qu'incroyable. Notre histoire aujourd'hui parle d'un homme nommé Danilo Souza Cavalcante, né le 3 juillet 1989 au Brésil, plus précisément dans la ville de São Paulo. Danilo a grandi dans l'un des quartiers favelas les plus précaires, un des pires endroits où l'on puisse vivre. Nous avons d'ailleurs parlé des favelas dans la vidéo précédente. Son père était alcoolique et traitait Danilo, sa mère et ses frères et sœurs de manière horrible, les frappant jour et nuit avec une extrême violence. Danilo a donc grandi dans un environnement très dur, éloigné de toute éducation. Son unique école, c'était la rue. Son entourage dans la favela lui a appris tout ce qu'il devait savoir sur la vie. Et bien sûr, ce n'était pas du tout positif. Dès son plus jeune âge, Danilo traînait avec les gens de son quartier, principalement des criminels vivant de vols et d'aides versées par les gangs. Petit à petit, il s'est retrouvé entraîné dans cette spirale criminelle. L'entrée dans le crime organisé à 12 ans, il a rejoint un gang brésilien et est devenu membre de la célèbre Commando Vermelho, l'un des gangs les plus puissants du Brésil. Son rôle au début était simple, livrer de la drogue, de l'alcool ou d'autres marchandises pour le compte du gang. À 18 ans, Danilo était profondément impliqué dans les activités criminelles. Il avait acquis une grande expérience dans le crime, mais en parallèle, il avait une passion dévorante pour les voitures. Il réparait les véhicules des membres du gang ainsi que ceux des habitants du quartier. Son travail dans l'atelier ne lui rapportait pas beaucoup d'argent, mais il aimait ce métier. Finalement, il a trouvé un garage bien équipé où il a pu travailler. Très doué en mécanique, il réparait n'importe quelle voiture avec une grande efficacité, ce qui lui a valu une excellente réputation. Cependant, Danilo avait un gros problème. Il était alcoolique, exactement comme son père. Heureusement pour lui, tant qu'il travaillait bien, son entourage ne s'en souciait pas. Dans ce quartier, les alcooliques étaient nombreux, et tant qu'il ne causait pas de problème, personne ne lui en tenait rigueur. Il a ainsi travaillé pendant plusieurs années jusqu'à ce que tout bascule en 2017, le tournant tragique. En 2017, une tragédie a changé sa vie à jamais. Danilo avait un ami nommé Walter John Jr. Moreira. Ils vivaient dans le même quartier. Et Walter était aussi l'un des clients réguliers de l'atelier où travaillait Danilo. 3 mois auparavant, Walter avait fait réparer sa voiture chez Danilo, mais n'avait jamais payé la facture. Danilo, le considérant comme un ami, lui avait fait confiance en lui disant « Quand tu auras l'argent, viens payer ». Mais les semaines ont passé, puis les mois, et Walter n'a jamais payé. En août 2017, Walter est passé par hasard devant l'atelier. Danilo a immédiatement reconnu sa voiture. Furieux, il s'est mis en travers de son chemin et lui a ordonné de descendre. « Descends, mon ami. Je veux qu'on s'explique ». Ce jour-là, Danilo avait bu et était déterminé à récupérer son argent. Il a dit à Walter « Tu ne sortiras pas d'ici sans payer ce que tu me dois ». La discussion est rapidement devenue très tendue. Les insultes ont fusé des deux côtés. Mais Danilo, élevé dans un gang, n'était pas du genre à discuter longtemps. Soudain, il a sorti son arme et a tiré 6 balles en pleine tête de Walter, devant tout le monde. Les témoins, terrifiés, ont réagi de différentes manières. Certains ont fermé boutique immédiatement, d'autres se sont enfuis en courant. Certains ont laissé leur voiture sur place et ont disparu. La scène a provoqué un énorme chaos. Danilo, impassible, s'est approché du corps sans vie de Walter, a pris les clés de sa voiture et son portefeuille, puis est monté dans la voiture et a pris la fuite. Ce meurtre a marqué le début de sa descente aux enfers. Dès que Danilo a tiré sur Walter, le propriétaire de l'atelier où il travaillait a immédiatement appelé les secours, espérant que Walter puisse être sauvé. Mais à leur arrivée, les ambulanciers ont constaté qu'il était déjà mort. Les balles l'avaient touché directement à la tête, lui ôtant la vie sur le coup. La police est rapidement arrivée sur les lieux, a examiné le corps et interrogé les témoins. Tous ont désigné Danilo Cavalcante comme étant le meurtrier. Pendant ce temps, Danilo avait déjà pris la fuite. Il s'était échappé du Brésil et s'était dirigé vers le Pérou avant de se rendre en Équateur. Une fois sur place, il a contacté sa sœur, qui vivait aux États-Unis, plus précisément dans la ville de Chester, en Pennsylvanie. Au téléphone, il lui a tout avoué. « J'ai tué un homme. Il y a plein de témoins contre moi. Si je retourne au Brésil et qu'on m'attrape, je vais être condamné à perpétuité, voire exécuté. Et s'il ne m'attrape pas, la famille ou les amis de la victime me tueront.
Tu es ma seule chance de m'en sortir. » Et il n'avait pas tort. Pendant qu'il fuyait, la justice brésilienne avait déjà émis un mandat d'arrêt international contre lui et l'avait condamné par contumace à 30 ans de prison. Son nom était désormais fiché dans toute l'Amérique latine, ce qui rendait toute tentative de déplacement risquée. Piégé en Équateur, Danilo ne savait plus quoi faire. Même si sa sœur voulait l'aider à venir aux États-Unis, c'était impossible avec son nom signalé partout. Alors, il a eu recours à son ancienne vie criminelle. Il a contacté son gang, le Commando Vermelho, pour trouver une solution. Ils lui ont proposé un plan. On va te fournir un faux passeport et organiser ton passage clandestin de l'Équateur vers le Mexique, puis de là jusqu'à la frontière américaine. Une fois aux États-Unis, ta sœur viendra te récupérer. Après ça, c'est à toi de te débrouiller. Danilo a donc suivi le plan. Il a obtenu un faux passeport et avec l'aide de criminels locaux, il a traversé plusieurs frontières. De l'Équateur au Mexique, puis jusqu'à la frontière américaine. Tout au long du trajet, il était en contact permanent avec sa sœur. Dès qu'il est entré sur le sol américain, elle est venue le chercher et l'a accueilli chez elle, à Chester, en Pennsylvanie. Enfin, après des mois de cavale, Danilo pouvait souffler. Il avait réussi à fuir un meurtre au Brésil et à refaire sa vie aux États-Unis. Sa sœur l'a soutenu et lui a même trouvé un travail pour qu'il puisse gagner de l'argent et vivre seul. Pendant un temps, tout semblait aller bien. Il s'était assagi, évitait les ennuis et vivait une vie ordinaire. Son seul problème restait son addiction à l'alcool, qu'il ne parvenait pas à abandonner. Puis, en 2020, il a rencontré une femme qui allait tout changer, Déborah. Déborah était une Brésilienne comme lui. Elle avait fui son pays après une vie difficile. Son mari l'avait abandonnée avec 2 enfants dans des conditions misérables. Pour survivre, elle avait rejoint sa sœur aux États-Unis et s'était installée à Chester. Là-bas, elle enchaînait les petits boulots de ménage dans des maisons, des hôpitaux et des commerces, travaillant sans relâche pour subvenir aux besoins de ses enfants, Yasmine, 7 ans, et Yann, 4 ans. Déborah n'avait aucun temps pour elle-même, jusqu'à ce que Danilo entre dans sa vie. Dès leur rencontre, Danilo a commencé à la séduire et à lui montrer une attention qu'elle n'avait pas reçue depuis longtemps. Lui, qui était un criminel en fuite, et elle, qui voulait juste un avenir meilleur pour ses enfants, allèrent bientôt vivre une histoire qui finirait dans l'horreur. Danilo s'était imposé dans la vie de Déborah comme l'homme idéal, attentionné, protecteur, toujours prêt à la soutenir et à lui faire oublier ses problèmes. Il l'enveloppait dans une bulle d'amour, lui faisant croire qu'elle vivait enfin une belle histoire après tant d'années de souffrance. Mais ce qui l'a fait craquer encore plus, ce n'est pas seulement l'attention qu'il lui portait. Non, ce qui a vraiment touché Déborah, c'est l'amour qu'il montrait à ses enfants, Yasmine et Yann. Il jouait avec eux, leur achetait des jouets, les emmenait en sortie. Il se comportait comme un père pour eux. Et puis, ils avaient tous quelque chose en commun. Ils venaient du même pays, du même milieu. Tout cela a renforcé leur attachement. Mais ce n'était que le début, ce qui allait suivre était bien différent. La jalousie maladive de Danilo. Au fil du temps, Danilo a commencé à changer. Loin d'être le prince charmant qu'il prétendait être, il s'est révélé violent, possessif et incontrôlable. Il aimait d'une manière destructrice, influencé par l'environnement brutal dans lequel il avait grandi et son addiction à l'alcool. Sa jalousie, au début exagérée, s'est transformée en obsession maladive. Il fouillait le téléphone de Déborah, la surveillait, la soupçonnait de le tromper alors qu'elle lui était totalement fidèle. Déborah l'aimait, elle lui faisait confiance, mais lui ne voyait que la trahison. Un jour, il est rentré complètement ivre, comme souvent. Mais cette fois, en fouillant son téléphone, il a trouvé un message d'un simple ami. Un message anodin, mais suffisant pour faire exploser sa fureur incontrôlable. Pris d'un accès de rage, il l'a frappé violemment. Mais ce n'était pas suffisant pour lui. Il est allé dans la cuisine, a pris un couteau et s'est approché d'elle pour mettre fin à ses jours. Par miracle, Déborah a réussi à s'échapper et à se réfugier dans son appartement. Tremblante, elle a immédiatement appelé la police. Les forces de l'ordre sont arrivées rapidement. Danilo a été arrêté et emmené au poste. Là-bas, il a été forcé de signer un engagement. Il n'avait plus le droit d'approcher Déborah, sous peine d'une lourde peine de prison. Devant les policiers, il a joué le jeu. Très bien, si vous voulez que je l'oublie, aucun problème. Mais en réalité, il bouillonnait de rage. Il voyait Déborah comme une traîtresse, une femme qui l'avait humilié en faisant appel à la police. Pire encore, il était convaincu qu'elle le trompait. Il ne comptait pas la laisser s'en tirer. Une traque impitoyable, connaissant la dangerosité de Danilo, Déborah a pris ses enfants,
rassemblé ses affaires et a disparu. Elle s'est installée dans un nouvel appartement, toujours à Chester, mais loin de lui. Danilo, lui, n'avait qu'un seul objectif, la retrouver. Il a commencé une traque acharnée, cherchant partout dans la ville. Pendant des jours, il n'a trouvé aucune trace d'elle, jusqu'au 18 avril 2021. Ce jour-là, alors qu'il conduisait au hasard, il a vu une voiture familière, la voiture de Deborah, garée devant un Walmart. Son cœur s'est emballé, il avait enfin retrouvé sa cible. Mais il a réfléchi, si elle le voyait à l'intérieur du magasin, elle pourrait crier, appeler la police. Il y avait des caméras, des témoins. Alors, il a attendu. Il est resté dans sa voiture, guettant sa sortie. Quand elle est enfin sortie, il a démarré discrètement, la suivant jusqu'à chez elle. Deborah est descendue de sa voiture sans se douter de rien. Danilo a bondi vers elle. D'abord surprise, elle a essayé de discuter avec lui. À ce moment-là, son propriétaire était dehors et a vu la scène. Mais il n'a rien trouvé d'inquiétant, juste deux personnes qui discutent. Ses enfants, Yasmine et Yann, jouaient juste à côté. Et eux non plus ne se doutèrent de rien. Mais soudain, le ton est monté. Deborah a voulu mettre fin à la conversation et rentrer chez elle. Mais Danilo ne l'a pas laissé faire. Un meurtre d'une violence inouïe, fou de rage, il l'a attrapée par les cheveux et l'a violemment jetée au sol. Puis, il a sorti 2 couteaux de sa poche. Sans aucune hésitation, il s'est jeté sur elle et a commencé à la poignarder sauvagement. 38 coups de couteau, tout cela devant ses enfants. Yasmine et Yann, pétrifiés, ont mis quelques secondes à réaliser l'horreur qui se déroulait sous leurs yeux. L'homme qui les avait pris dans ses bras, joué avec eux, les avait aimés, était en train de tuer leur mère. Ils ont hurlé, des cris déchirants, assez forts pour alerter un voisin qui a immédiatement accouru. Mais Danilo, préparé à fuir, a bondi dans sa voiture et s'est échappé, laissé derrière lui, sur le sol, le corps sans vie de Deborah et 2 enfants en état de choc absolu. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Danilo Cavalcante allait bientôt devenir l'un des criminels les plus recherchés d'Amérique. Malgré les efforts désespérés du voisin pour la sauver, Deborah a succombé à ses blessures sur place. Très vite, la police est arrivée et a lancé une enquête sur son assassinat brutal. Ils ont interrogé les témoins et parmi eux, un voisin qui avait assisté à toute la scène. Il a décrit en détail le tueur et les événements. Mais c'est Yasmine, la fille aînée de Deborah, qui a livré le témoignage le plus accablant. En pleurs, elle a désigné sans hésiter le meurtrier. C'est Danilo, c'est lui qui a tué maman. Mais aux États-Unis, il vivait sous une fausse identité. Il se faisait appeler Alex, masquant ainsi son véritable passé criminel. Une tentative de fuite avortée, sachant qu'il était foutu, Danilo a immédiatement tenté de fuir l'État de Pennsylvanie. Mais la police était déjà sur ses traces. Quelques heures après le crime, ils l'ont localisé alors qu'il essayait de s'échapper par la route. Avant qu'il ne puisse franchir les frontières de l'État, ils l'ont arrêté. Un tueur recherché au Brésil, au commissariat, Danilo a nié en bloc. Mais les enquêteurs avaient trop de preuves contre lui. Des témoins oculaires, un mobile évident, un passé trouble. Ils ont donc procédé à un relevé d'empreintes pour vérifier s'il était recherché ailleurs. Le résultat est tombé. C'était bien pire que ce qu'ils imaginaient. Son identité correspondait à un avis de recherche au Brésil. Depuis 2017, il était sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour un autre meurtre. Les enquêteurs venèrent de découvrir l'ampleur du monstre qu'ils avaient capturé. Le dilemme judiciaire. Prison aux États-Unis ou extradition vers le Brésil. Dès que les autorités ont confirmé son identité et son passé criminel, la justice américaine a voulu accélérer son procès. Danilo a alors été mis face à un choix difficile. S'il coopérait et avouait le meurtre de Deborah, il pouvait espérer une peine réduite aux États-Unis. S'il refusait de parler, il risquait une double condamnation. Une peine de prison aux États-Unis suivie d'une extradition vers le Brésil où les conditions carcérales sont bien pires. Les policiers ne se sont pas gênés pour lui rappeler « Tu sais comment sont les prisons au Brésil. Si tu y retournes, c'est fini pour toi. » Danilo Cavalcante, lâche jusqu'au bout, allait-il avouer? Danilo a fini par avouer. Lors d'un interrogatoire tendu, il a soudainement lâché « Vous savez quoi? Je vais tout vous dire. » Il a alors expliqué qu'il était un homme très jaloux. Un jour, il avait même levé un couteau sur Deborah. Mais selon lui, ce n'était qu'une menace, pas une réelle intention de tuer. Il disait l'aimer profondément. Quand on lui a demandé pourquoi il avait finalement commis l'irréparable, il a surpris tout le monde avec sa réponse. Ce n'était ni la jalousie, ni un soupçon d'infidélité. Une menace fatale. Le véritable motif du meurtre était bien plus sombre. Il a raconté qu'un jour, alors qu'ils discutaient, il avait fini par lui révéler son plus grand secret. « Je suis recherché au Brésil pour un meurtre commis en 2017. » Il lui faisait confiance, pensant qu'elle comprendrait son passé. Mais lors de leur dernière dispute, Deborah lui a lancé une menace irrévocable. « Si tu ne pars pas immédiatement,
j'appelle la police et je révèle ta véritable identité. Danilo a paniqué, elle était la seule à savoir la vérité. S'il voulait éviter l'arrestation et l'extradition, il n'avait qu'une option, la réduire au silence. Il l'a alors traînée au sol et l'a poignardée sauvagement, déterminé à effacer toute trace de son passé. Un procès implacable. La police n'attendait que ses aveux. L'enquête avait déjà réuni toutes les preuves, mais il voulait une confession directe pour garantir la peine maximale. Le procès a duré 2 ans, malgré son aveu. Pourquoi aussi longtemps? Parce qu'aux États-Unis, même si un accusé reconnaît les faits, la justice doit vérifier chaque élément, examiner toutes les preuves, interroger tous les témoins, s'assurer que l'aveu n'a pas été extorqué sous pression. Pendant ces 2 ans, Danilo a attendu son jugement en détention, sans possibilité de libération sous caution. Le 16 août 2023, la sentence est enfin tombée. Prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge n'a mis que 15 minutes pour trancher. Le témoignage des enfants de Déborah a été un moment déchirant. Quand on leur a montré la photo de Danilo, ils ont répondu sans hésiter « C'est lui, il jouait avec nous, et c'est lui qui a tué maman ». Un système judiciaire critiqué. L'avocat de Déborah ne s'est pas contenté d'accuser Danilo. Il a également pointé du doigt la police. Pourquoi? Parce que Déborah avait déjà signalé Danilo. Elle leur avait dit qu'il la battait et qu'il avait même sorti un couteau sur elle. Mais au lieu de l'arrêter, les policiers lui avaient juste fait signer un avertissement. Si les autorités avaient agi plus tôt, Déborah serait peut-être encore en vie. Après sa mort, le propriétaire de l'appartement a voulu récupérer la location. Mais en entrant, il a découvert un véritable bunker. Caméras de surveillance et système de sécurité avancés. Déborah avait peur. Elle savait que quelque chose finirait par arriver. Une évasion digne d'un film. Après le verdict, Danilo a été transféré à la prison de Chester County. Mais ce n'était qu'un centre temporaire. Dans quelques semaines, il devait être envoyé en prison d'État où il purgerait sa peine à vie. Mais il refusait d'accepter son sort. Il a commencé à étudier l'architecture de la prison. Son plan? S'évader. Il a remarqué un détail important. Les murs étaient très rapprochés, ce qui lui permettrait de les escalader. Le 31 août 2023, soit 2 semaines après sa condamnation, il est passé à l'action. Avec l'aide d'un autre détenu, il a organisé son incroyable fuite. Tandis que son complice faisait le guet, Danilo a exécuté son plan. Il a utilisé une technique appelée escalade en araignée. Tel Spider-Man, il s'est agrippé au mur, montant à la seule force de ses bras et jambes. Une fois sur le toit, il a repéré une zone déserte et a sauté dans le vide. Quand la police s'est rendu compte de sa disparition, il était déjà loin. L'alerte a été immédiatement donnée dans toute la région. Mais Danilo, lui, avait disparu dans la nature. Immédiatement pensé que ce criminel s'était évadé de prison pour se venger et semer le chaos. La police a donc rapidement publié un communiqué à destination des habitants de Chester, leur demandant de rester chez eux. Ils ont déclaré l'état d'urgence et averti la population. Nous ne voulons voir personne sortir seul la nuit tant que nous n'aurons pas retrouvé ce criminel. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une question de 2 ou 3 jours avant qu'on ne le capture. Les habitants étaient inquiets, mais en même temps, ce communiqué les rassurait, car il montrait que la police maîtrisait la situation et était déterminée à arrêter Danilo rapidement. Malgré tous les efforts de la police de Pennsylvanie pour capturer Danilo au plus vite, comme elle l'avait promis, elle éprouvait de grandes difficultés à mettre la main sur lui. Des points de contrôle avaient été installés partout en ville, sur les autoroutes, dans les rues. Et pourtant, Danilo restait introuvable. Ce n'est que le 2 septembre 2023, soit 2 jours après son évasion, qu'un habitant de Chester a appelé la police. Il a expliqué « J'étais chez moi avec mes enfants, la nuit, quand soudain nous avons entendu du bruit en bas dans la cuisine. Je suis descendu voir ce qui se passait et j'ai trouvé la porte d'entrée ouverte avec du mouvement à l'intérieur. Je ne voulais pas prendre le risque d'affronter cette personne, car elle pouvait être armée. Alors, j'ai allumé et éteint la lumière plusieurs fois pour lui faire peur. Dès qu'il a réalisé qu'il y avait quelqu'un, il a pris la fuite. Les caméras de surveillance de la maison ont capté des images du suspect et il s'agissait bien de Danilo. La police a alors conclu que Danilo était toujours dans la ville de Chester, ce qui était une bonne nouvelle car cela signifiait qu'il n'avait pas réussi à quitter la région ou l'État. Ils ont donc intensifié les recherches et renforcé le bouclage de la zone. En analysant les images de vidéosurveillance, la police a constaté que Danilo portait un hoodie et un sac à dos et qu'il n'avait pas changé son apparence. Son visage montrait des signes évidents de fatigue. Dans cet état, il ne tiendrait pas longtemps avant d'être capturé ou de se rendre. 2 jours plus tard, Danilo a été repéré à nouveau, cette fois dans un parc appelé Longwood, en Pennsylvanie. Il y errait dans le même état et les caméras de surveillance du parc ont capté son image. Il avait retiré le hoodie qu'il portait auparavant, sans doute parce qu'il s'était abîmé, mais il portait toujours son pantalon de prison et son sac à dos. Il avait l'air encore plus fatigué. Comme l'avait prédit la police, Danilo allait bientôt s'affaiblir et être contraint de se rendre. Mais il était toujours en fuite, ce qui représentait un danger pour les habitants de la ville. Il commençait à entrer dans les maisons, et s'il tombait sur quelqu'un qui tentait de l'arrêter,
Il pouvait devenir violent et même tuer pour s'échapper. La police pensait que Danilo, privé de nourriture, d'eau et d'abri, finirait par se rendre. Elle a donc publié un nouveau communiqué pour rassurer la population. Pendant ce temps, le gouvernement américain a contacté la mère de Danilo, Aracema Cavalcante. Ils lui ont expliqué la situation et lui ont demandé d'essayer de convaincre son fils de se rendre ou au moins de demander à sa sœur de le contacter pour le persuader d'abandonner. Sa réponse a surpris tout le monde. « Mon fils a fait ce qu'il a fait à sa compagne parce qu'elle l'a sûrement torturé et poussé à bout. Je ne dis pas qu'il ne doit pas être puni, mais il mérite d'être jugé avec dignité. Vous n'avez pas le droit de le tuer ou de l'emprisonner à vie. » Elle semblait persuadée de son innocence. 2 jours plus tard, les caméras du parc de Longwood ont encore repéré Danilo, mais la police n'a réagi que le lendemain. Cette lenteur a provoqué de vives critiques de la part des médias et de l'opinion publique, accusant les forces de l'ordre d'être inefficaces et de manquer de sérieux dans leur mission. Les forces de l'ordre ont déclaré avoir fouillé une caravane suspecte sur place, mais elles n'y ont trouvé personne. Elles espéraient résoudre cette affaire au plus vite, mais Danilo se montrait extrêmement rusé. Il ne restait jamais plus de quelques minutes au même endroit. Le 9 septembre, soit 9 jours après son évasion, Danilo s'est rendu dans une ferme de la région de Bailey-Derry, située non loin du parc de Longwood, où il avait été vu récemment. Là, il a trouvé un camion blanc avec les clés à l'intérieur. Sans perdre une seconde, il est monté à bord, a démarré et s'est enfui de la ferme. Le propriétaire du véhicule a signalé son vol un peu plus tard. Danilo a alors pris la direction de Phoenixville. Une fois arrivé, il a arrêté le camion devant une maison au hasard et a tenté de demander de l'aide. Mais la maison était fermée et son propriétaire était absent. Par chance pour la police, la maison était équipée d'une caméra de surveillance qui a capté l'image de l'homme se tenant devant la porte. Et il s'agissait bien de Danilo. Mais cette fois, les images des caméras de sécurité ont vraiment effrayé la police. Danilo semblait bien soigné, portant un chapeau, et il avait l'air de changer d'apparence. Maintenant, il pouvait tromper n'importe qui dans la rue, personne ne reconnaîtrait le fugitif. La police devait donc travailler davantage pour l'arrêter avant qu'il ne quitte la ville. Il se déplaçait toujours dans la ville de Chester, mais n'en était pas sorti. Donc, il devait le capturer avant qu'il ne s'échappe. Le lendemain, le 10 septembre, la police a retrouvé une camionnette correspondant à celle que Danilo avait volée, une camionnette blanche. Ils ont vérifié la plaque d'immatriculation et ont confirmé qu'il s'agissait du véhicule volé, mais il était vide, sans essence. Danilo l'avait apparemment abandonné en plein milieu de la route et était parti à pied. À ce moment-là, la recherche s'est concentrée sur cette partie du comté de Chester. Pendant ce temps, les habitants de Chester étaient de plus en plus inquiets. Cela faisait plus de 10 jours que Danilo était en fuite et la police n'avait toujours pas réussi à l'arrêter. Les gens avaient peur car ils remarquent que Danilo volait des voitures et se déplaçait de maison en maison, ce qui soulevait des doutes sur l'efficacité de la police. Le 11 septembre, la police a trouvé des empreintes correspondant aux chaussures de Danilo, des chaussures standards de prison. La zone était pleine de bois et d'arbres et ils ont commencé à fouiller minutieusement. Mais juste au moment où ils cherchaient, un appel est arrivé. Un homme a signalé que ses bottes de travail avaient été volées devant chez lui. Cela a été suivi d'un autre appel, où quelqu'un a affirmé qu'un homme d'origine latino-américaine avait volé un fusil calibre 22 dans son garage. L'homme a dit qu'en confrontant Danilo, il avait essayé de lui tirer dessus, mais avait manqué. Cela a été la pire nouvelle pour la police, car Danilo était maintenant armé, ce qui le rendait encore plus dangereux. Le 13 septembre, la police a reçu un autre indice concernant une maison près de Price Road, dans la même zone qu'il cherchait. La maison avait un système de sécurité sophistiqué qui alertait la police en cas d'intrusion. Les policiers sont arrivés et ont fouillé la maison de fond en comble, mais n'ont trouvé personne. Cependant, l'enquêteur en chef a refusé d'abandonner et a demandé à un hélicoptère de survoler la zone. L'hélicoptère était équipé d'une caméra thermique capable de détecter la chaleur corporelle. L'hélicoptère a trouvé une personne marchant dans la rue et la police a cru qu'il s'agissait de Danilo. Malheureusement, le temps a tourné et l'hélicoptère n'a pas pu poursuivre sa recherche. Mais les policiers au sol ont réagi rapidement et ont cherché dans la zone où l'hélicoptère avait repéré la silhouette. L'unité canine, entraînée pour repérer les humains, a aussi été envoyée en renfort. Après des heures de recherche, à 8 heures du matin, l'un des chiens, nommé Yoda, a réussi à retrouver Danilo, à l'attraper et à le maintenir en place jusqu'à l'arrivée des policiers. Danilo a enfin été arrêté avec le fusil volé et la police était ravie. Ils ont rapidement informé leur département et rassuré le public que la situation était sous contrôle. Par la suite, la police a organisé une conférence de presse pour remercier toutes les personnes impliquées dans l'opération. Ils ont également abordé la situation à la prison du comté de Chester, où Danilo n'était pas le premier à s'évader de cette manière.
le gouvernement a décidé de remplacer tous les gardiens de la prison et de les rendre responsables de l'évasion de Danilo. Quant à la famille de Danilo, un des policiers est allé rendre visite à ses enfants pour vérifier qu'ils allaient bien. La police leur a aussi montré une photo du chien Yoda qui avait joué un rôle clé dans l'arrestation de Danilo. Concernant la sœur de Danilo, son visa était expiré et elle tentait de le renouveler lorsqu'ils ont découvert qu'elle avait aidé son frère à s'évader. Ils ont décidé de l'expulser au Brésil. Enfin, la famille de la victime de Danilo, au Brésil, a été informée que Danilo avait été arrêté et faisait face à une peine de réclusion à perpétuité. Les services de sécurité français et les agences de renseignement internationales étaient en état d'alerte maximale, prêts à tout pour l'arrêter. Parce que, tout simplement, cette cible n'était pas ordinaire. C'était un criminel qui avait tué plus de 100 personnes, s'était évadé de prison à plusieurs reprises et à chaque fois d'une manière différente. Après l'une de ces évasions, il était même revenu attaquer la prison une nouvelle fois car il y avait quelque chose à l'intérieur qu'il voulait récupérer. Et par-dessus tout, c'était un homme politique avec un agenda d'espionnage inconnu et incompris. En Europe et aux États-Unis, on l'appelait l'homme aux 1000 visages, tant il était doué pour le déguisement et la dissimulation. La France l'avait surnommé l'ennemi public numéro 1. Lors de la traque, on espérait que sa légende prendrait enfin fin. Et en effet, il avait été encerclé et ce qui semblait impossible était en passe de devenir réalité. Les forces de sécurité ont pointé leurs armes sur lui. Il n'avait que deux options, soit le tuer sur le champ et emporter son secret avec lui, soit le laisser fuir. L'histoire d'aujourd'hui contient tout, vol, meurtre, enlèvement, déguisement et évasion. Ce criminel a rendu fou l'Europe et les États-Unis. On a même réalisé plusieurs films et séries sur lui, mais aucune de ses œuvres n'a mentionné son nom ou fait ne serait-ce qu'un simple clin d'œil à son identité. Pourquoi? Pour éviter qu'il soit reconnu ou gagne encore plus en notoriété. Car beaucoup le considéraient comme un Robin des Bois, un héros légendaire dont les histoires ne finissaient jamais. Cette histoire est pleine de rebondissements et je suis sûr qu'elle va vous plaire. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, activez les notifications et n'oubliez pas le like, on veut un soutien de folie pour cette vidéo. Pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'Allemagne a envahi la France, elle a commis des massacres innombrables. Tout Français avait alors 3 choix, fuir, mourir ou rester témoin impuissant de ces horreurs. Parmi ceux qui ont assisté à ces massacres, il y avait un enfant nommé Jacques Mézerine. Il est né le 2 décembre 1936 dans une petite ville appelée Clichy, près de Paris. Fils unique de parents riches et très religieux. Quand la France est tombée pendant la guerre, son père René Mézerine a refusé de quitter la maison. Lui, sa femme et leur fils ont assisté au massacre dans leur village et ceux alentours. Jacques a tout vu. Ces images sont restées gravées dans sa mémoire pour toujours. Plus tard, en devenant adulte, il a revécu ses souvenirs d'une manière très différente. Vous allez bientôt comprendre pourquoi. Jacques a étudié dans un prestigieux établissement catholique, le collège Juilly, mais il a été renvoyé plusieurs fois à cause de son comportement violent. Il n'a jamais vraiment travaillé, dépendant de la fortune de son père. En 1955, à 19 ans, il annonce à ses parents qu'il va se poser et commencer une nouvelle vie. Il se marie, mais le mariage ne dure qu'1 an. Ensuite, il est enrôlé de force dans l'armée, ce qui va tout changer pour lui. Dans l'armée, Jacques découvre ses talents et ressent que les images de son passé sont encore là, enfouies. Il est affecté à une unité spéciale où la pitié n'existe pas. Une unité composée de véritables bêtes. Il est parachuté en mission en Algérie, chargé de surveiller les prisonniers et d'exécuter des condamnés. Il dit avoir pris plaisir à ses missions. Pour lui, c'était une forme de revanche sur l'histoire. Il disait « Les massacres qui ont eu lieu dans mon pays, je les ai refaits, mais ailleurs, sur d'autres personnes. En 6 mois en Algérie, Jacques aurait tué plus de 2000 personnes. Plus tôt, on a parlé de 100 victimes, mais celles-là ont une histoire différente. Ces 100-là, il les a tués hors du cadre légal. Pendant ces exécutions légales, Jacques dit qu'il avait la conscience tranquille, car c'était la loi qui le couvrait. Il a même été décoré par Charles de Gaulle de la croix de la bravoure militaire. À ce moment-là, Jacques Mézerine était vu comme un héros national. Mais 6 ans plus tard, tout a changé. Il a compris qu'en Algérie, ce n'était pas son rôle de soldat qui le rendait heureux, mais le fait de vivre pleinement sa véritable identité. Un tueur, un criminel. En 1961, il rejoint l'organisation armée secrète, OAS, une organisation politico-militaire qui voulait prendre le contrôle de la France. Elle utilisait les médias, les partis politiques et les assassinats pour influencer le pays. Et qui de mieux pour les assassinats que Jacques Mézerine, un homme déjà formé pour tuer. De 1961 à 1965, Jacques vivait comme dans un film d'action, un agent secret, intelligent, redoutable. Il a tué 12 personnes pendant cette période, toutes influentes en France. En 1962, il est arrêté, mais pas pour meurtre. Non, il est arrêté pour vol. Et oui, en dehors de ses missions pour l'OAS, il cambriolait des banques. Pourtant, il n'en avait pas besoin. Ses parents étaient riches, mais pour lui, le vol, c'était une passion. Sa méthode? Simple. Il entrait dans une banque, observait les employés et repérait une employée vulnérable émotionnellement. Grâce à son charme et son charisme, il entamait une discussion.
la séduisait, lui disait qu'il voulait retirer de l'argent, puis la convainquait que l'argent de la banque n'était pas à elle, que le système pouvait le remplacer. Il promettait qu'ils vivraient quelques jours merveilleux ensemble avec cet argent. Et pour lui éviter des ennuis, il sortait son arme devant les témoins pour simuler un braquage. Il lui disait « On ne fait pas de grabuge, comme ça l'opération restera propre. Dès que tu me donnes l'argent, la banque soutiendra ta version parce que tu auras agi calmement et sans alerter personne. » Et effectivement, l'opération réussissait toujours avec lui. Il obtenait à chaque fois de très belles sommes, parfois allant jusqu'à 20 000 francs en une seule opération. Maintenant, la question, combien de fois ce plan a-t-il fonctionné? Imaginez qu'il l'a fait 34 fois, avec exactement la même méthode et ça marchait à chaque fois. Mais dans un instant, tu vas rire en découvrant comment la 35e tentative a échoué. Honnêtement, la méthode qu'il utilisait était très efficace psychologiquement. D'abord, il disait à la caissière « Ce n'est pas ton argent, c'est celui de la banque. En gros, tu n'as rien à voir avec ça. Alors, ne rends pas les choses compliquées. » Ensuite, il disait « On veut juste passer 2 jours agréables avec cet argent. » Cette phrase faisait croire à la caissière que la somme était très modeste, à peine suffisante pour 2 jours. Troisièmement, il ajoutait « Ne fais pas de grabuge, protège la sécurité de la banque et la direction te soutiendra parce que tu auras protégé cet établissement. » Avec cette phrase, il lui montrait ce qui était bien, lui donner l'argent, et ce qui était mal, résister. Et lorsqu'il lui donnait un rendez-vous, il renforçait l'illusion qu'il était sincère et ne jouait pas avec elle. Comme je te l'ai dit, il choisissait toujours une personne émotionnellement vulnérable. Une fois qu'il captait ses émotions, elle se laissait entraîner et ne résistait pas. C'est pour cela que son plan réussissait à chaque fois. Mais alors, comment s'est-il fait attraper lors de la 35e tentative? Honnêtement, je ne suis pas sûr si c'était la 35e ou la 37e, mais peu importe le numéro exact. Avant de te dire comment il a été découvert, j'aimerais que tu écrives dans les commentaires ta supposition. Comment penses-tu qu'il a été démasqué? Fais-le maintenant avant de continuer. Parce que peu importe ce que tu écriras, tu auras tort. La raison pour laquelle il a été pris est ridicule et totalement inattendue. Bon, je vais te le dire dans un moment. Mais d'abord, laisse-moi te raconter ce qui s'est passé en prison après qu'il ait été arrêté. Il a été arrêté cette fois-là et condamné à 18 mois de prison. Et bien que Jacques ait déjà tué un nombre énorme de personnes, il n'a été arrêté que pour vol. Ce qui est étrange, c'est que la prison l'a profondément changé. Il dit que cela a complètement transformé sa vision de la vie. Il affirme avoir ressenti du remords pour ses crimes. Il a même reçu un massage spirituel en Algérie et il regrette ce jour où il a ouvert la porte pour laisser s'échapper des gens. Il dit qu'il aurait préféré les tuer immédiatement, sans les torturer. Il a purgé toute sa peine et en est sorti comme un homme nouveau. Il a arrêté d'arnaquer les femmes. Il dit que sans cette dernière tentative ratée, il ne serait jamais devenu un homme bien. Après sa sortie, il a commencé une vie propre et exemplaire. Il s'est marié, a eu 3 enfants, a travaillé dans une entreprise d'ingénierie, mais cette entreprise a fait faillite. Il a alors ouvert un restaurant dans son village, mais le projet n'a duré qu'1 an. Il a ensuite tenté de travailler dans l'agriculture comme ses ancêtres, mais n'a pas supporté la pression. Après 4 années de projets ratés, il a enfin trouvé un emploi stable comme gérant de restaurant. Il était très bon dans ce rôle, et le restaurant faisait beaucoup de revenus. Mais un jour, le propriétaire du restaurant l'a vu ivre, mal se comportant avec les employés. Il l'a immédiatement licencié. Jacques dit que ce moment a été comme un réveil brutal d'un long sommeil. La vérité, c'est qu'il était un criminel, un tueur de sang-froid, pas un homme bon. Il vivait dans un cauchemar, celui de croire qu'il était devenu quelqu'un de bien. Depuis quand un bon gars se fait virer d'un resto pour ivrognerie? C'est là qu'il s'est réveillé et est redevenu lui-même, un tueur sans pitié. Jacques a tué beaucoup de gens et je te raconterai d'autres histoires. Celle-ci est particulière car elle est liée à ce restaurant. Après son renvoi, il est retourné à sa vraie identité. Il n'a rien laissé paraître, mais a recommencé ses activités criminelles. Il avait une chose en tête, se venger du propriétaire du restaurant. Il a attendu 3 ans pour que personne ne soupçonne rien. 3 ans plus tard, il a décidé que c'était le moment. Il a teint ses cheveux en gris, porté de grosses moustaches, mis un uniforme de policier et avait un pistolet avec silencieux. Il est entré dans le restaurant à l'heure où le propriétaire était supposé être là. Il a demandé après lui, on lui a répondu qu'il n'était pas là. Il a dit « Sérieux, après tout ce déguisement, je vais repartir sans rien faire ?» Il a sorti son arme, tiré sur les bouteilles, cassé tout, puis il est parti. Ce qui est fou, c'est qu'aucun employé du restaurant ne l'a reconnu, bien que 80% d'entre eux avaient travaillé longtemps avec lui. En sortant, un policier l'a vu. Il y a eu un échange de tirs, mais Jacques a réussi à s'échapper. Bien qu'il ait détruit le restaurant, il n'a pas atteint son objectif principal, tuer le propriétaire. Alors, 1 mois plus tard, il est allé chez lui et l'a tué dans sa propre maison sans laisser aucune preuve. Jusqu'ici, je vous ai raconté des histoires normales de Jacques, mais le vraiment étrange, c'est ce qui vient ensuite. Souvenez-vous simplement qu'il a tué le propriétaire du restaurant. C'est important. Avant cette histoire, il s'est passé beaucoup de choses et après aussi. À partir de maintenant, je vais vous raconter ses crimes les plus étranges, pas nécessairement dans l'ordre. À cette date-là, une voiture de luxe s'est arrêtée devant le palais du gouverneur militaire espagnol. Un homme d'environ 70 ans en est sorti. Il s'est approché des gardes et a dit
qu'il voulait rencontrer le gouverneur militaire car il devait bientôt retourner au Canada. Les gardes lui ont demandé qui il était. Il a répondu « Je suis le commandant du 1er corps canadien ». Il a expliqué que pour des raisons de sécurité, il avait dû venir de cette manière. Les gardes ont contacté le chef de la sécurité et après un quart d'heure, ils ont autorisé l'homme à entrer. Il a rencontré le gouverneur pendant 1 heure, puis il est sorti. Fin de l'histoire. Mais vous me connaissez maintenant. Vous savez que rien de ce que je raconte n'est anodin. Comme vous l'avez deviné, c'était Jacques qui s'était déguisé en homme de 70 ans, prétendant être le commandant du 1er corps canadien. Mais comment a-t-il convaincu les gardes? Pourquoi l'ont-ils laissé entrer? Et pourquoi la réunion a-t-elle duré 1 heure entière? Ces choses-là, personne ne les sait jusqu'à aujourd'hui, et elles ne sont pas rendues publiques. Selon eux, ce sont des informations classées secrètes auxquelles personne n'a accès. Mais on peut dire qu'au cours de cette visite, Jacques a étudié tout le palais du gouverneur militaire, il a repéré les lieux en détail. Car 3 jours plus tard seulement, il est revenu au palais et a volé des documents importants. Il n'a pas volé d'argent, ni de bijoux, mais des papiers officiels. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas comment il est entré dans le palais, ni comment il a été arrêté. Mais il y a une information largement répandue qui dit qu'il est entré déguisé en agent d'entretien, travaillant dans le palais. Pendant qu'il nettoyait le bureau du gouverneur militaire, il a volé les documents en présence même du gouverneur. Selon certaines sources, il a été arrêté à la porte principale. Les autorités espagnoles l'ont détenu et interrogé, mais 6 mois plus tard, ils l'ont relâché sans publier aucun communiqué officiel. Comme si rien ne s'était passé. Mais la rumeur qui a circulé à l'époque, c'est qu'il était un agent secret au service des renseignements français. Jacques dit dans ses mémoires que durant toute l'enquête, les autorités espagnoles ne l'ont jamais interrogé à propos du faux commandant canadien. Donc, ils ne soupçonnaient même pas que c'était une supercherie. En fait, ils ont cru que la rencontre était réelle et ils ont cru que le véritable commandant du 1er corps canadien était celui qui avait commis le vol et que Jacques était un autre individu arrêté pour autre chose. Imagine à quel point ce gars était convaincant. Après sa libération, au lieu de retourner en France, il est parti en Suisse, car il était recherché en France. Il s'est dit « Autant aller en Suisse, ce sera mieux ». Là-bas, il a ouvert un petit kiosque pour faire croire qu'il menait une vie tranquille, mais son esprit était totalement focalisé sur qu'est-ce qu'il allait voler en Suisse. Et voilà que l'histoire étrange commence. Chaque endroit où Jacques allait, il épousait une femme. On le comparait à James Bond, tout le monde disait qu'il était beau, charismatique, presque surnaturel, et toujours accompagné d'une belle femme. En 1966, Jacques décide de braquer une bijouterie à Genève. Le plan se déroule comme suit. Jacques entre avec sa femme dans le magasin. Il dit au vendeur « Aujourd'hui c'est notre anniversaire de mariage et je voudrais que tu nous montres les plus beaux bracelets en diamant. » Le vendeur commence à leur montrer les bijoux. 8 minutes plus tard, soudainement, tout le monde dans le magasin s'endort. Jacques et sa femme regardent autour d'eux, surpris. Comment ont-ils tous pu s'endormir en même temps? Jacques ouvre la mallette qu'il avait avec lui, remplit la valise de bijoux, puis sort du magasin comme si de rien n'était. Quand les employés se réveillent, ils découvrent qu'ils ont été victimes du vol le plus étrange de leur vie. Personne ne parle pendant un moment. Après 1 heure de réflexion, un employé tape sur sa tête et dit « Oui, maintenant, j'ai compris ce qui s'est passé. J'ai compris pourquoi cet homme avait une voix bizarre. Et c'est là que je dois t'avouer que je t'ai caché quelques détails. Quand Jacques est entré dans la bijouterie, il a dit aux employés « Voici ma femme et aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. Mais malheureusement, ce sera peut-être notre dernier car elle a un cancer. » Pendant tout ce temps, sa femme respirait à travers une bonbonne d'oxygène. En réalité, elle se protégeait du gaz anesthésiant qu'il diffusait lentement dans la pièce. Jacques, lui, respirait à travers un mouchoir en tissu qu'il gardait toujours contre sa bouche. Pendant que sa femme choisissait les bijoux, il mettait le mouchoir sur son visage, faisant croire qu'il réfléchissait, mais en réalité, il aspirait de l'air pur. Ce n'était pas un mouchoir ordinaire, il contenait des filtres spéciaux pour neutraliser les effets du gaz. Et même avec ça, quand tout le monde s'est endormi, Jacques a commencé à chanceler légèrement à cause du gaz, mais il n'a pas perdu connaissance et a pu mener à bien le vol. C'était un braquage époustouflant, avec d'énormes pertes, et personne n'a jamais découvert son identité. Cette même année, Jacques a volé un hôtel, un magasin de vêtements et à peu près tout ce qu'on peut imaginer, chaque fois déguisé sous une fausse identité. Il disait souvent « Je ne suis pas un voleur, je suis un artiste de scène ». En 1969, Jacques a vécu beaucoup d'histoires. Il a été arrêté plusieurs fois, tué plusieurs personnes, puis il a décidé de changer de vie. Il est parti avec sa femme au Canada. Là, ils ont tous deux commencé à travailler pour un riche homme d'affaires, lui comme chauffeur, elle comme femme de ménage. Leur objectif était de disparaître des radars et de préparer de nouveaux coups. Mais pour une raison inconnue, le patron a frappé Jane, la femme de Jacques. Jacques et elle ont sauté sur lui et l'ont étranglé à mort. Ils ont immédiatement fui aux États-Unis où ils se sont séparés temporairement pour éviter de susciter des soupçons. Et comme d'habitude, personne ne les a identifiés. 3 mois plus tard, ils se sont retrouvés et ont loué un appartement chez une vieille dame. Ils habitaient dans un studio juste à côté de l'appartement de la dame. Il s'est avéré qu'elle était très riche et qu'elle gardait de l'argent et des bijoux chez elle.
Le 26 juillet 1969, ils sont entrés tous les deux chez elle, l'ont tuée, ont volé sa maison et ont pris la fuite. Leur plan cette fois-ci était de s'enfuir dans un autre État ou de partir au Mexique. Mais cette dame avait une domestique qui venait chaque jour. Dès que la domestique est arrivée et a vu la dame morte, elle a alerté la police. Après une enquête simple, les enquêteurs ont su qui était le meurtrier et ils ont été arrêtés 2 semaines plus tard. Mais ils ont été arrêtés au Canada, pas aux États-Unis, car ils avaient réussi à fuir aux États-Unis puis au Canada. Grâce à la coopération entre les autorités canadiennes et américaines, ils ont pu être capturés. C'était la première fois que Jack était arrêté dans une affaire de meurtre. Il a écopé de 10 ans de prison, tandis que Jane a été condamnée à la prison à vie. La raison, c'est que Jack avait tout calculé. Ce n'était pas lui qui avait tué la dame, c'était Jane. Quand ils sont entrés dans la maison, il lui avait dit « Toi, tu l'étranges et moi je surveille les escaliers. Dès qu'elle meurt, j'entre pour t'aider à ramasser l'argent. » Même quand ils en étaient à rassembler l'argent, il l'a laissé faire tout le travail. Ce qu'il a fait, c'est seulement porter les sacs. Donc, elle a été condamnée à la perpétuité, tandis que lui n'a pris que 10 ans car il a été considéré comme complice d'un meurtre, pas comme meurtrier. Il a nié toute planification ou participation, affirmant qu'il avait seulement aidé sous le choc après avoir découvert le crime. Il a apporté des preuves en ce sens. Mais pour ne pas te faire trop long, Jack n'est resté en prison que 2 semaines, car il s'est échappé. Et la manière de s'échapper était très simple. Dès son arrivée en prison, il a remarqué une barrière en fil métallique qui séparait la cour de la prison et la salle des gardes. Chaque jour, lorsqu'il sortait pour prendre l'air, il s'asseyait au sol, le dos appuyé contre la barrière. Avec lui, il avait une petite lame métallique. Discrètement, il sciait un fil par jour. Son objectif était de scier une partie suffisamment grande pour pouvoir la plier et passer dessous. Et effectivement, au bout de 2 semaines, le plan a fonctionné. Lors d'une pause, il s'est allongé à l'endroit habituel, a soulevé le fil métallique et est passé en dessous jusqu'à la salle des gardes. Il a mis un uniforme militaire et est sorti par la porte comme si de rien n'était. Mais malheureusement, sa joie fut de courte durée. Le lendemain, il a été capturé, caché dans un conduit d'évacuation. Il a été renvoyé dans la même prison. Mais 2 ans plus tard, en 1971 exactement, il s'est de nouveau échappé, cette fois avec 5 autres personnes. La différence avec la première fois, c'est qu'ils ont profité de la pause déjeuner. Ils se sont réunis dans les toilettes, sont sortis un par les couloirs vers la cour, puis ont passé la même ouverture dans la barrière métallique. Après leur fuite, ils se sont dispersés et ont convenu de se retrouver 1 mois plus tard à Montréal. Et effectivement, ils s'y sont retrouvés, les 5, sans que personne n'ait été attrapé. À Montréal, ils ont commencé à travailler ensemble, à voler des banques. Maintenant, il y a une information qu'il faut que tu saches, qu'on n'a jamais évoquée jusqu'ici. Des gens étaient tués tout au long de sa vie. Il tuait parfois à un arrêt de bus, parfois dans un immeuble ou dans un canal. Pour Jack, tuer était quelque chose de très simple, sans importance. C'est pour ça qu'on arrive à l'histoire la plus étrange qu'il ait vécue. Il a attaqué la prison où il était détenu. Le 3 décembre 1972, à 6 heures du matin, la prison de Saint-Vincent-de-Paul était calme. Soudain, 2 hommes armés sont apparus et ont commencé à tirer sur la porte de la prison. 2 gardiens ont été blessés, puis ces 2 hommes ont disparu. Ce qui était étrange, c'est qu'ils portaient des vêtements de prisonniers. Ils s'étaient dirigés vers la porte de la prison sans raison apparente, puis avaient disparu. Leur but était flou. En fait, Jack avait été trahi. Le plan initial était d'attaquer la prison de 3 côtés avec 15 hommes. Mais après son évasion, la prison avait été entièrement sécurisée avec des véhicules militaires autour. Ses complices ont eu peur et se sont retirés. Le plan était que dès que Jack tirerait, tout le monde agirait. Mais ils ont eu peur, alors il a continué seul à tirer jusqu'à ce qu'il parvienne à se replier avec son compagnon. Leur objectif était de prendre le contrôle de la prison et de libérer tous les détenus car les conditions y étaient très mauvaises. Il a tenté cette opération 2 fois mais a échoué et a donc décidé de retourner en France. En France, il a volé 16 banques, 2 hôtels, 3 bijouteries et tué plusieurs personnes. Il s'est évadé de prison 2 fois là-bas aussi. Je vais seulement me concentrer sur ses évasions, car le reste de ses actes ne nous étonne plus. La famille Masserin était très riche. Malgré tout ce que Jack faisait, elle ne l'a jamais renié. À chaque fois qu'il disait vouloir se repentir, il le soutenait financièrement. Quand il est retourné en France en 1972, il a annoncé sa repentance à l'église. Il a dit à sa famille qu'il avait tourné la page et que Dieu l'avait protégé pour qu'il puisse se repentir. Son père l'a soutenu et lui a ouvert un café. Mais un jour, un conflit éclata entre lui et un client de 62 ans. Il a simplement sorti son arme et l'a tué. Il a été condamné à 20 ans de prison. Dès la première heure en prison, il savait qu'il allait s'échapper. Il s'entraînait durement et les autres détenus ont dit que ses entraînements étaient très intenses. Mais cette fois, l'évasion allait être différente. La prison de la Santé en France est connue pour être ultra sécurisée, presque impossible à fuir. Jack a dit « Je ne vais pas m'évader de la prison ». Mais d'ailleurs, il a engagé un avocat et lui a demandé de lui intenter un procès pour faux et usage de faux afin qu'il soit conduit au tribunal. En même temps, il a contacté son ancien complice de l'attaque de la prison au Canada et lui a dit « J'ai un plan de fou et personne d'autre que toi ne peut m'aider ». Son ami pensait qu'il voulait se suicider car le plan semblait irréalisable. Jack
Jack lui a dit « Fais juste ce que je te dis ». L'ami, visiblement aussi fou que lui, est venu du Canada et l'a visité en prison. Jack lui a expliqué le plan et lui a dit de rester en contact avec l'avocat pour connaître la date du procès. En juillet 1973, Jack a été transféré au tribunal. Avant que l'audience ne commence, il a demandé à aller aux toilettes. On l'a conduit au sanitaire, il est entré dans la deuxième cabine à gauche, a ouvert le réservoir d'eau et y a trouvé un pistolet calibre .45. Depuis les toilettes, il a dit un mot de passe auquel son complice, qui l'attendait dans la cabine d'à côté, a répondu. Soudain, les deux sont sortis ensemble, ont agressé un garde et l'ont pris en otage. En marchant dans les couloirs, ils ont menacé de tuer le policier et ont pris un deuxième otage. Par hasard, un juge est passé. Ils sont sortis du tribunal, ont monté dans la voiture qui les attendait à la porte et ont disparu. Jack a alors décidé de fuir au Brésil. Il s'est caché dans un appartement qu'il avait loué pendant 4 mois. Mais à la fin, il a fini par être arrêté. Le plus étonnant, c'est que pendant les 4 mois où il se cachait, Jack s'est marié et vivait avec sa femme. Quand la police a fait une descente chez lui et l'a arrêté, il leur a dit, mot pour mot, « Une opération formidable, vous m'avez vraiment impressionné ». Bien sûr, ils l'ont renvoyé à la prison de la Santé où il a été condamné à la prison à vie. En prison, il a écrit un livre intitulé « L'instinct de mort » dans lequel il raconte l'opération de meurtre la plus importante et la plus dangereuse qu'il ait menée. Il a réussi à faire sortir ce livre de prison, à le faire imprimer et à le publier. À cause de ce livre, le gouvernement français a instauré une loi appelée loi SAM, interdisant aux criminels de tirer profit de la publication de leurs crimes. Le livre de Jack s'est vendu à des millions d'exemplaires en francs. Et malgré tout cela, Jack a réussi à s'évader encore une fois. Cette fois-ci, c'était le 8 mai 1978 et c'était l'une de ses évasions les plus étranges. Voici ce qu'ont raconté les autorités françaises à propos de cette nuit-là. Jack a ouvert la porte de sa cellule de l'intérieur. Il avait avec lui un pistolet. Il est allé jusqu'au gardien et a réussi à en maîtriser 2, les a ligotés et leur a pris les clés des cellules. Il a libéré ses camarades. Ils étaient 12. Ensuite, ils se sont dirigés vers la salle de maintenance, ont pris une échelle longue, ont ouvert la porte intérieure de l'étage où ils se trouvaient et ont continué jusqu'à la cour. Dans la cour, un mur de 14 mètres de haut se dressait devant eux. Mais au lieu de fuir vers l'extérieur, ils ont posé l'échelle contre une fenêtre qui donnait sur le bureau d'un officier. Dans ce bureau, il y avait 3 uniformes de sécurité. 3 d'entre eux les ont enfilés, ont pris des radios et ont demandé à ce qu'on prépare un véhicule pour transférer des détenus. Et effectivement, on leur a préparé un véhicule. Jack et 2 autres, habillés en agents de sécurité, sont descendus, ont attendu un moment jusqu'à ce qu'un bus arrive avec 2 vrais agents. Jack et son complice sont montés dans ce bus. Le 3e faux officier est allé chercher les autres détenus qui s'étaient cachés près du bâtiment. Ils sont tous montés dans le bus avec Jack et son complice et le bus est sorti de la prison sans que personne ne se doute de rien. C'est ce que dit la version officielle. Le chauffeur et l'autre agent sentaient bien qu'il y avait quelque chose d'inhabituel. Tout ce qui se passait était contraire aux procédures habituelles et surtout, ils ne connaissaient pas les officiers qui les accompagnaient. Mais les gardiens ne les ont jamais interrogés. Le trajet a duré 2h30. Une fois arrivé à destination, Jack est descendu du bus avec respect et a dit aux 2 agents « Vous êtes les 2 personnes les plus stupides que j'ai jamais vues ». Les prisonniers se sont échappés et ont disparu complètement. Après cette évasion, Jack s'est lancé dans une nouvelle activité. Il a commencé à faire des enlèvements contre rançon. Il se cachait dans les forêts. En un an seulement, il a réussi à récolter 2 millions de francs rien qu'avec les rançons. Il a formé un gang de 50 personnes. Le président a alors signé un décret désignant Jack comme l'ennemi public numéro 1 de la France. Et là, on arrive au dernier jour de Jack, précisément le 2 novembre 1979. Après des mois de recherche, la police française a découvert que Jack se trouvait dans un complexe touristique à la périphérie de Paris. Ce jour-là, la police a encerclé le complexe. Jack a senti que quelque chose de louche se passait autour de lui. Il a dit à sa femme « Ah oui, j'ai oublié de préciser, Jack s'est remarié. En fait, pour que vous ayez une idée, il s'est marié 18 fois exactement. Pas par amour ou par relation, non. Il disait qu'il respectait profondément l'institution du mariage, qu'il la considérait comme quelque chose de sacré qu'il devait vivre sans cesse. Bref, quand il a senti que quelque chose clochait, il a dit à sa femme « On doit partir tout de suite d'ici ». Sans lui dire pourquoi. Il a tout laissé derrière lui, a pris sa voiture avec elle et ils ont quitté le complexe. Mais à seulement 100 mètres, les voitures de police l'ont cerné. Il a sorti son arme et a commencé à tirer sur eux. Il a réussi à leur échapper temporairement. La poursuite a duré 15 minutes, mais à la fin, sa voiture a été touchée et s'est arrêtée sur place. Un policier est descendu et s'est précipité vers lui. Les ordres étaient clairs. Ne pas le tuer, car il s'est avéré plus tard que Jack était un espion pour une certaine organisation. Toutes ses actions étaient protégées et ses crimes semblaient en avoir aucun sens, comme s'il y avait une entité qui le contrôlait. C'est pourquoi il devait être capturé vivant. Mais ce policier est descendu de sa voiture et lui a tiré 20 balles dessus, dont 15 dans la tête, la poitrine et le cou. Jack est mort instantanément. Le policier a alors été arrêté, car ce qu'il avait fait était jugé anormal. C'était comme s'il avait été envoyé spécialement pour tuer Jack, afin que son secret meure avec lui. L'enquête a
a duré jusqu'en 2004, mais au final, le policier a été blanchi et on a jugé qu'il avait agi pour se défendre. Et c'est ainsi que s'est terminée la légende du criminel le plus dangereux et féroce de l'histoire de France. Et c'est là qu'on revient au 35e braquage de banque, celui qui a permis de capturer Jack. Il a été démasqué par accident parce qu'il avait choisi une employée qu'il avait déjà dupée auparavant. Dès qu'elle l'a vu et qu'il a commencé à lui raconter sa fameuse histoire du shilling qu'il répétait toujours, elle l'a immédiatement reconnu. Avant même qu'il ait terminé son histoire, elle a signalé sa présence. Elle savait qu'il était menteur, traître, voleur et l'a dénoncé. L'histoire de Jack pourrait faire l'objet d'un film de 2 heures, tant il y a de détails. Il a commis tous les types de crimes et de toutes les manières possibles. Mais je t'ai sélectionné les plus étranges et les plus marquants pour ne pas trop te prendre de temps. Voilà. En 1986, il y a 2 types super violents qui ont commencé à faire parler d'eux à Miami, aux États-Unis. Leur truc, c'était d'attaquer les camions blindés et les banques et ils n'avaient aucun souci à utiliser une violence de malade pendant leur braquage. Ils tiraient carrément pour le fun, sans raison. Ils enchaînaient les braquages les uns après les autres, parfois même 2 dans la même journée. Mais attention, les mecs étaient super pros. Ils laissaient jamais aucune trace derrière eux. Même les agents du FBI étaient paumés. Et quand ils ont finalement découvert qui étaient ces 2 braqueurs, ils sont tombés sur des trucs totalement inattendus. Tout se passe à Miami, en Floride, en 1985. Cette année-là, le taux de criminalité avait explosé dans la ville. Faut dire que la Floride, c'est déjà connu pour être un coin à problème. C'est dans ce contexte qu'on a vu apparaître 2 types, ou plutôt 2 braqueurs bien flippants. Leur méthode était super violente, ils n'hésitaient pas une seconde à tirer sur quiconque se mettait en travers de leur chemin. Leur premier coup remonte au 8 octobre 1985. Un camion blindé était garé devant un resto, en train de récupérer de la thune en cash. Tu sais, ces camions qui ramassent les sous des commerces pour les déposer à la banque. Le chauffeur reste à l'intérieur pendant que le garde descend pour aller chercher l'argent. Mais ni l'un ni l'autre ne savaient que 2 mecs les guettaient depuis les voitures garées à côté. Ces 2 mecs-là, c'est eux les braqueurs de notre histoire. Ils étaient lourdement armés. L'un avait un fusil à pompe, l'autre un fusil d'assaut Mini 14, du matos militaire carrément. Ils portaient des vêtements de style militaire avec des cagoules noires et des gants. Quand le garde est sorti du resto avec l'argent, ils lui ont sauté dessus et lui ont ordonné d'ouvrir le camion. Le gars leur répétait « Je peux pas, j'ai pas les clés ». Ils hurlaient « Ouvre ou on te bute ». Zrenia, mais il leur disait que seul le chauffeur peut ouvrir. Alors les mecs l'ont emmené jusqu'au camion pour que le chauffeur ouvre les portes. Mais dans ces situations-là, les boîtes de transport ont des règles strictes. Le chauffeur n'a pas le droit d'ouvrir. Peu importe les menaces. Du coup, il a refusé. Le garde qui connaissait le protocole savait aussi que son collègue n'ouvrirait jamais. Il attendait juste une occasion pour se tirer. Et dès qu'il a vu que les braqueurs étaient occupés avec le chauffeur, il a pris ses jambes à son cou et a couru comme jamais. Le chauffeur en a profité pour démarrer le camion et se barrer lui aussi. Les 2 types ont commencé à tirer dessus, mais bon, le camion était blindé, donc aucun effet. C'était clair. Ces gars-là n'étaient pas là pour rigoler. Ils tiraient vraiment pour tuer. Même s'ils savaient que le camion était blindé, ils ont visé direct le chauffeur à travers la vitre. Fallait être vraiment prêt à tuer pour faire ça. D'après les témoins, ils sont remontés vite fait dans leur voiture, une blanche, et ont déguerpi. Les flics et le FBI sont arrivés très vite, parce que les attaques contre les camions blindés, c'est leur domaine. Mais sur place, pas le moindre indice. Les gars avaient tout prévu. Les témoins n'avaient vu que 2 types cagoulés en habits militaires. Même la plaque d'immatriculation qu'ils ont relevée appartenait à une bagnole volée un mois avant. Et il y a un truc que le garde a dit aux enquêteurs qui les a grave marqués. Ces 2 types se comportaient comme des militaires en mission. Pendant qu'un tirait, l'autre le couvrait. Une technique qu'on n'apprend pas dans la rue, mais bien à l'armée. Et tout ça pourquoi ? Pour 2800 $. C'est tout ce qu'ils ont pu choper sur le garde. Pour eux, c'était un échec. Et les enquêteurs étaient persuadés qu'ils allaient pas s'arrêter là. Et ils avaient raison. 8 jours plus tard, le 16 octobre 1985, pas loin du premier braquage, un autre camion blindé était à l'arrêt devant un supermarché. L'attaque devait se faire, les portes du camion étaient ouvertes. Dès que les braqueurs ont vu ça, ils ont foncé avec leur voiture à toute vitesse vers le fourgon blindé. Les gardes les ont même pas remarqués, ils étaient occupés à charger les sacs. Et cette fois, on dirait bien que les gars étaient venus avec de très mauvaises intentions. L'un d'eux est sorti son arme par le toit ouvrant et dès qu'ils se sont approchés des gardes, il a commencé à tirer. Le garde qui portait les sacs s'est effondré par terre. Il portait un gilet pare-balles sous ses fringues, mais un coup de fusil à pompe à bout portant, ça l'a quand même mis au sol. Le deuxième garde, qui conduisait, a tout de suite sorti son arme et a riposté. Les braqueurs ont échangé des tirs avec lui, ils voulaient le descendre comme ils avaient été fait avec son collègue, le mettre hors d'état de nuire, peu importe comment. Mais le garde s'est défendu comme un vrai dur.
voiture. Et comme l'échange de tirs durait un peu trop, les voleurs ont décidé de se barrer. Ils savaient que les flics allaient rappliquer vite et ils n'avaient pas beaucoup de temps. Alors dès qu'ils ont pu neutraliser le garde, ils ont préféré ne pas prendre de risques et se sont repliés. La police et le FBI sont arrivés sur les lieux très rapidement, les ambulanciers aussi. Ils ont pris en charge le garde blessé, mais malheureusement, il va mourir plus tard à l'hôpital à cause de sa blessure. Même s'il portait un gilet pare-balles, un coup de fusil à pompe à cette distance, c'était fatal. Les enquêteurs ont interrogé l'autre garde, le conducteur qui avait échangé des tirs avec les voleurs, et d'après son témoignage, c'était clairement les mêmes gars qui avaient essayé de braquer le premier fourgon 8 jours plus tôt, près du resto. Et, après que le FBI ait analysé les douilles laissées par les braqueurs, ils ont confirmé que c'était les mêmes armes que dans la première attaque. Donc ouais, c'était les mêmes types. Et là, les agents du FBI ont commencé à flipper un peu plus. C'était clair que ces types n'hésitaient pas à recourir à la violence. C'était leur deuxième tentative ratée, et cette fois, ils n'ont même pas réussi à voler un seul centime. Dieu seul sait ce qu'ils allaient faire la prochaine fois. Mais une chose était sûre, à 100%, ils allaient recommencer. Et effectivement, 2 semaines plus tard, un vendredi, le 8 novembre 1985, les braqueurs ont refait surface. Mais cette fois, ils ont changé de cible. Au lieu de viser un fourgon blindé, ils ont attaqué une banque. Ils ont choisi une agence de la Florida National Bank. Cette agence-là se trouvait dans un bâtiment principal, et juste à côté, il y avait un petit bâtiment qui servait au drive-in bancaire. Genre, tu pouvais retirer de l'argent depuis ta voiture, comme un drive dans un fast-food. À ce moment-là, une caissière et un garde sortirent du bâtiment principal avec des sacs d'argent en direction du drive. Et là, les braqueurs les attendaient. Ils les ont surpris, ont piqué l'argent aux gardes et sous la menace des armes, ils ont obligé la caissière à ouvrir la porte du petit bâtiment du drive. La caissière était hyper stressée, mais elle a essayé d'obéir. Sauf qu'apparemment, il y avait un souci avec les clés ou alors elle était tellement paniquée qu'elle ne trouvait plus la bonne clé et le pire, c'est que les braqueurs gueulaient sur elle, la pressaient de faire vite, ce qui l'a encore plus stressée. Elle a fini par faire tomber les clés par terre, ce qui a encore empiré la situation. Les voleurs devenaient de plus en plus nerveux à chaque seconde qui passait, surtout qu'ils étaient en plein milieu de la rue, en plein jour. Et même si ces gars-là étaient prêts à utiliser la violence, on dirait qu'ils préféraient la jouer safe. Alors quand ils ont vu que ça prenait trop de temps pour ouvrir la porte, ils ont décidé de se barrer. En emportant seulement l'argent volé aux gardes. Ils sont vite partis. Cette fois, le butin était de 10 000 $. C'était mieux que la dernière fois, mais bon, c'était quand même pas énorme, clairement pas à la hauteur de leurs attentes. Comme d'habitude, la police et le FBI sont arrivés juste après. Ils ont interrogé la caissière et le garde, et ont vite fait le lien entre cette attaque et les 2 précédentes. Faut dire que cet endroit n'était qu'à une rue des 2 premières attaques. Les enquêteurs ont commencé à voir un schéma se dessiner. Toutes les attaques avaient lieu dans la même zone. Les enquêteurs étaient sûrs que ces gars allaient recommencer. Ce qu'ils ne s'attendaient pas du tout, c'est qu'à peine 1h30 après cette attaque du drive, les braqueurs allaient frapper une autre banque, cette fois la Savings Bank, à seulement 4 km de là. Ils sont entrés dans la banque, ont ordonné à tout le monde de se coucher par terre. L'un des braqueurs, armé d'un fusil à pompe, est resté avec les clients, pendant que l'autre, armé d'un fusil semi-automatique Mini 14, est allé voir la caissière et l'a forcé à lui filer tout le fric. Une fois l'argent en main, ils ont déguerpi direct. Ce coup-là, le butin était plus gros, 41 000 $. L'argent venait juste d'arriver dans la banque, amené par un fourgon. Visiblement, les braqueurs l'avaient suivi et dès qu'ils ont vu qu'il avait vidé le cash dans la banque, ils ont lancé leur attaque. Pour cette fuite, ils ont utilisé une Chevrolet Monte Carlo grise, une voiture différente de leur habituelle voiture blanche, mais c'était sûrement aussi une voiture volée. La police est arrivée à la banque, a interrogé les témoins, mais encore une fois, pas de nouvelles infos. Toujours les mêmes descriptions, 2 types masqués avec des armes lourdes. Les flics espéraient avoir des images des caméras de surveillance, mais pas de bol. Elles étaient en panne. L'enquête tournait en rond. 4 attaques, aucun indice concret. Tout ce qu'ils avaient, c'était des suppositions. La principale théorie, c'était que ces gars étaient soit des flics, soit d'anciens militaires, parce que tout le monde disait qu'ils bougeaient et parlaient comme des pros, comme s'ils avaient un entraînement militaire. Après ce dernier braquage, l'affaire s'est un peu calmée, 2 mois sont passés sans nouvelle attaque. Les voleurs avaient disparu, mais ils sont revenus, encore une fois, un vendredi, le 10 janvier 1986. Ce jour-là, un fourgon blindé était garé devant la Barnett Bank. Les gardes étaient en train de transférer de l'argent dans la banque. À ce moment-là, un client de la banque, William Roberts, était assis dans sa voiture. Il venait pour faire un dépôt. Il a remarqué une voiture qui s'est arrêtée juste derrière le fourgon. Et ce qui l'a choqué, c'est que les 2 gars dans la voiture portaient des masques. Il les a vus sortir de leur caisse,
levé leurs armes et tiré dans le dos du garde. Et pour être bien sûr qu'il était mort, l'un d'eux lui a tiré 2 balles de plus une fois au sol. Ensuite, ils ont embarqué l'argent dans leur bagnole et ont filé. Ce coup-là, le butin était de 54 000 $, leur plus gros à ce moment-là. Mais William Roberts, lui, il a eu un sang-froid incroyable. Même après avoir vu un mec se faire tuer devant lui, il a pris sa voiture et les a suivis. Il est resté à distance, a noté le modèle de leur voiture, le numéro de la plaque et les a suivis jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent près d'un pick-up blanc. Il s'est garé en face, à bonne distance, et a observé. Les 2 types sont descendus de leur voiture, ont transféré les armes et le butin dans le pick-up et se sont tirés. Il n'a pas pu voir les plaques du pick-up, mais il a vu que les 2 gars étaient blancs. Les enquêteurs ont trouvé la voiture abandonnée, celle que les voleurs avaient utilisée pour le braquage. En vérifiant la plaque, ils ont vu qu'elle appartenait à un type nommé Aureliano Brielle, sauf qu'il n'y avait eu aucune déclaration de vol. Ils ont donc soupçonné que ce Aureliano avait un lien avec les braqueurs ou que c'était peut-être même l'un d'eux. 2 agents du FBI sont allés chez lui. Une femme a ouvert la porte et après avoir expliqué qui ils étaient, le mari est sorti. Il leur a demandé s'ils venaient pour son fils Emilio. Les agents étaient surpris. Ils connaissaient pas ce prénom. Alors le père leur a expliqué que son fils de 25 ans avait disparu depuis 3 mois avec la voiture de la famille, la fameuse voiture utilisée dans le braquage. Il avait dit qu'il partait s'entraîner au tir dans une région appelée Everglades, une grande zone sauvage. Il ne l'avait jamais revu et avait juste signalé sa disparition à la police. C'est pour ça que personne n'avait signalé la voiture comme volée. La famille pensait juste que leur fils avait disparu avec. Malheureusement, ce que cela signifiait probablement, c'est que leur fils avait eu des ennuis et qu'il ne le reverrait plus jamais, mort ou vif. Volé. Mais avant même qu'ils puissent avancer dans l'enquête, les 2 voleurs ont encore frappé. Le 19 mars 1986, ils ont braqué une nouvelle banque dans la même zone. Comme d'habitude, ils sont entrés avec leurs grosses armes. Un d'eux, celui avec le fusil à pompe, est resté du côté des clients et l'autre, avec le Mini 14, a obligé la caissière à lui donner tout l'argent. Et à la fin, ils se sont enfuis avec leur butin qui valait autour de 10 000 $. Après leur départ, les gens se sont levés et ont appelé la police. C'était leur 6e braquage. Les enquêteurs sont venus à la banque, ont interrogé les témoins, mais encore une fois, rien de nouveau. La seule chose différente cette fois, c'est qu'ils avaient enfin des images des caméras de surveillance. Mais même ces images ne les ont pas aidés à identifier les voleurs. Le FBI, en analysant leur braquage, était presque sûr que les 2 gars surveillèrent les banques avant de les attaquer. Parce que chaque braquage avait lieu quelques minutes après qu'un camion de transport d'argent ait déposé une livraison dans la banque. Ils pensaient même que les 2 gars suivaient les camions et que quand ils voyaient un dépôt dans une banque, ils fonçaient la braquer. Peu importe laquelle, ils ne choisissaient pas une banque en particulier, ils suivaient juste l'argent. Les enquêteurs ont aussi remarqué un schéma. Les braquages avaient lieu le vendredi, entre 9 h et midi, toujours dans la même zone, dans un rayon de 10 km. Alors, le FBI a décidé d'intensifier ses patrouilles dans cette zone, surtout les vendredis. Ils cherchaient toujours la voiture blanche et la voiture noire volée de José. Le temps passe, et on arrive au 11 avril 1986. Un vendredi justement. Ce jour-là, à 8h30 du matin, 14 agents du FBI se sont retrouvés sur un parking. Leur mission, fouiller la zone pendant 4 heures. Ils avaient une carte, ont divisé les trajets entre eux, ils étaient 14, donc 7 voitures. Ils ont commencé à patrouiller dans tous les sens en essayant de rester proches des banques, les cibles potentielles. 2 agents, Ben Grogan et Jerry Dove, étaient dans une voiture qui se dirigeait vers une banque, la Bank of Bart. Sur le chemin, surprise, une Chevrolet Monte Carlo noire est passée devant eux. Elle correspondait parfaitement à la voiture volée de José. Ils ont regardé la plaque, NTG 891. C'était bien la voiture de José. Ça voulait dire que les 2 voleurs étaient à l'intérieur. Ils n'avaient même pas pris la peine de changer la plaque, pensant que José était mort, que personne ne ferait le lien. Les agents n'en revenaient pas. L'un d'eux a pris la radio pour prévenir les autres patrouilles. On suit la voiture volée de José, les voleurs sont dedans. Les autres patrouilles se sont tout de suite dirigées vers l'endroit. Pas de GPS, ni Google Maps à l'époque, donc ils donnaient les noms des rues. On est dans telle rue, on tourne à droite, direction sud, etc. Finalement, une autre voiture du FBI est arrivée sur place et s'est mise à suivre la première voiture, qui elle suivait les voleurs. Bien sûr, à ce moment-là, les voleurs ont commencé à se méfier. Ils ont vu qu'il y avait 2 voitures qui les suivaient. Alors pour vérifier, ils ont tourné à droite dans un quartier résidentiel, tranquille. Et les voitures ont continué à les suivre. Puis ils ont tourné encore une fois à droite. Et encore, les voitures derrière ont suivi. Là, ils étaient sûrs, on les suivait. Mais les agents du FBI ne voulaient pas intervenir tout de suite. Ils attendaient que d'autres les rejoignent. Quand il y a plus de voitures, c'est plus facile de les coincer. Les voleurs
même s'ils savaient qu'ils étaient suivis, n'ont pas accéléré. Mais ils ont pris un virage à gauche qui menait vers l'autoroute. Là, c'était chaud. Si les voleurs arrivaient à l'autoroute, ça aurait pu être une vraie catastrophe. Heureusement, une troisième voiture du FBI est arrivée. Maintenant, il y avait 3 voitures autour des voleurs. Les agents dans la première voiture ont vu que le passager dans la Monte-Carlo sortait une arme. Pas n'importe quoi, un fusil. Les voleurs ne comptaient pas se rendre. Ils étaient prêts à se battre. Alors l'agent Ben Grogan a allumé la sirène et leur a ordonné de s'arrêter avec le haut-parleur. Ils ne réagissèrent pas. Les agents ont avancé à côté d'eux, les ont sommés encore une fois de s'arrêter. Rien. Les voleurs restaient froids. Alors la voiture du FBI les a doublés pour les bloquer, pendant qu'une autre les prenait de côté et la troisième restait derrière. Les voleurs étaient cernés. Les agents criaient pour qu'ils sortent du véhicule, mais les voleurs n'avaient aucune réaction. Alors les agents ont décidé de les forcer à s'arrêter. Mais le passager a levé son Mini 14 et a commencé à viser la voiture à côté. L'agent à l'arrière n'a pas hésité une seconde. Il a foncé dans leur voiture pour les empêcher de tirer. Les voleurs ont essayé de faire un demi-tour, mais l'agent les a encore poussés jusqu'à les projeter sur un parking. Leur voiture a percuté plusieurs autres voitures garées. Elle s'est arrêtée. Là, le voleur au Mini 14 a ouvert le feu. L'agent qui les avait percutés a sauté hors de sa voiture pour se mettre à l'abri. Les autres agents sont arrivés, ont sorti leurs armes et la fusillade a commencé. Mais les voleurs étaient mieux armés. Les agents n'avaient que des pistolets. Les voleurs avaient des armes militaires, Mini 14 et fusil à pompe. Le voleur au fusil a blessé Ben Grogan. Un autre agent, McNeil, a tiré et blessé le conducteur à la gorge. Mais le gars au Mini 14, lui, continuait de tirer sans arrêt. Son fusil contenait 30 balles par chargeur alors que les pistolets des agents n'en avaient que 5 ou 6. Il a commencé à toucher les agents un par un. McNeil a été touché. Un autre agent, Edmundo Mireles, avançait mais a été blessé au bras. La bataille était féroce. À un moment, le voleur au Mini 14 a essayé de sortir par la fenêtre, mais un agent l'a touché à la poitrine. Ils ont cru qu'il était mort, mais non. Il s'est relevé et a tiré sur McNeil à la gorge. Une nouvelle patrouille est arrivée avec 2 agents de plus. Mais le voleur continuait de se battre comme un pro. Il bougeait entre les voitures, attaquait. Il ne se défendait pas, il attaquait. Comme s'il voulait mourir, mais en emportant un maximum d'agents avec lui. À cause du peu de munitions dans leurs pistolets, 3 agents ont dû se cacher derrière une voiture pour recharger. Ces 3-là étaient Grogan, Dove et Hanlon. Mais le voleur a remarqué ça, a esquivé les tirs des autres et s'est approché d'eux. Il a tiré sur le premier puis sur les 2 autres. Les 3 sont tombés. 2 sont morts sur le coup. Il ne restait plus que 2 agents encore en état de riposter. Le voleur s'est dirigé vers une voiture du FBI pour essayer de la voler. Mais elle avait pris trop de balles. Elle ne démarrait pas. C'est là qu'Edmundo Mireles, blessé mais encore capable de bouger, a pris un fusil à pompe et a visé le voleur qui essayait de fuir. Pendant ce temps-là, le deuxième criminel, celui qui conduisait et qui s'était pris une balle dans le cou, a réussi à bouger miraculeusement malgré sa blessure grave. Il est sorti par la fenêtre de la voiture pour essayer de rattraper son pote et s'enfuir avec lui. L'agent Edmundo Mireles a intensifié ses tirs sur la voiture. C'était hors de question de les laisser s'échapper après tout ça. Et quand il a tiré sa dernière balle de fusil à pompe, il s'est mis en mode survie. Il a rassemblé ses dernières forces, a sorti son pistolet et s'est levé. Il dit lui-même qu'à ce moment-là, il n'était même plus conscient. Normalement, sa blessure aurait dû l'empêcher de bouger du tout. Mais l'adrénaline fait des trucs de fou au corps humain, elle peut te faire bouger même quand t'es à l'agonie. Alors Mireles s'est approché de la voiture, pistolet levé, et il a tiré sur les criminels à bout portant. Il a continué à tirer jusqu'à ce qu'il les tue sur place. Et là, c'était la fin de cette bataille violente. Juste après, les secours et les renforts sont arrivés. Ils ont commencé à soigner les agents blessés. La scène était super violente. 5 agents grièvement blessés, 2 agents tués, en plus des 2 criminels abattus. Cette fusillade est considérée comme la plus sanglante de toute l'histoire du FBI. Et d'ailleurs, après ça, le FBI a décidé de changer les armes de ses agents et de leur filer des trucs plus puissants. Il existe des photos et des vidéos réelles du lieu du drame après la fusillade. Mais c'est très gore, donc je peux pas vous les montrer ici. Si vous êtes curieux, tapez simplement FBI Miami Shootout 1986 sur Google et vous trouverez les images. Les 2 agents qui sont morts sont Jerry Dove, 30 ans, et Ben Grogan, 53 ans. Il lui restait juste 1 an avant de prendre sa retraite. Et si vous vous rappelez, c'est justement ces 2-là qui avaient repéré la voiture des criminels en premier. Peut-être que s'ils avaient su ce qui allait arriver, ils auraient préféré ne jamais l'avoir vu. Quant à Edmundo Mireles, celui qui a tué les 2 criminels à la fin de l'affrontement, il a été honoré avec la Federal Medal of Valor. C'était le premier agent du FBI à recevoir cette médaille. Plus tard, il a écrit un livre où il raconte les détails de cette opération et de ce combat. Après la fusillade, les enquêteurs du FBI ont évidemment tout documenté. Les moindres détails. Il y a même un dessin qui montre les positions des agents, des voitures, tout ce qui s'est passé pendant la fusillade. Ils ont pu reconstruire tout ça grâce aux témoignages des survivants. Et vous imaginez, pendant l'échange de tirs, les 2 criminels ont tiré 143 balles. Ils ont compté ça grâce aux douilles retrouvées au sol. Mais là, la vraie question c'était,
Qui étaient ces deux gars-là et pourquoi ils ont fait tout ça? Alors les enquêteurs ont pris leurs empreintes et ont pu découvrir leurs identités. Le premier s'appelait Michael Platt, 32 ans. C'est lui qui avait le fusil Mini 14 et c'est lui qui a tué les deux agents. Il est responsable de la plupart des blessures côté FBI. Le deuxième, c'était William Matix, 34 ans. Lui, il avait le fusil à pompe, shotgun. Mais le plus choquant, c'est que ces deux mecs-là, c'était pas des gangsters ou des voyous dans leur vie normale. Pas du tout. C'était des pères de famille, avec femmes et enfants. Ils avaient même un petit business ensemble. Ils faisaient du jardinage, ils aménageaient des jardins. Leur vie semblait super calme. Ils avaient des amis, sortaient de jouer au golf, étaient polis et gentils avec tout le monde. Et ils avaient pas de casier judiciaire. C'est comme s'ils menaient une double vie. Un visage normal avec leurs familles et amis et un visage criminel qu'ils montraient la K2. Une autre info importante que le FBI a trouvée en creusant, les deux gars avaient servi dans l'armée. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils s'étaient rencontrés. Michael Platt en particulier était un officier dans les forces spéciales, un ranger, donc un tireur d'élite entraîné au combat. Et il y a une énorme différence entre l'entraînement militaire des forces spéciales et celui des agents du FBI. Les agents du FBI sont surtout formés pour enquêter, analyser, interroger. Leurs entraînements sont plus défensifs que offensifs. Leur but, c'est pas de tuer mais de capturer les suspects. Et on l'a bien vu dans la fusillade. La plupart des agents restaient à couvert derrière leur voiture alors que Michael Platt avançait vers eux en mode tactique militaire offensive avec son arme bien plus puissante. C'est ce qui lui a permis de les dominer même s'ils étaient plus nombreux. En continuant l'enquête, ils ont trouvé une cabane appartenant aux deux criminels. Dedans, ils ont découvert des munitions, des armes et notamment le fusil volé à José dans la forêt. Mais les surprises s'arrêtent pas là. En creusant dans leur passé, les enquêteurs ont découvert que les deux gars avaient eu des ex-femmes mortes dans des circonstances très bizarres. L'ex-femme de William Matix, Patricia Matix, est morte en 1983. Elle bossait comme technicienne de labo dans un hôpital de l'Ohio. Un soir de décembre, elle était au travail avec une collègue quand un homme inconnu est entré et les a attaqués. Leurs corps ont été retrouvés plus tard dans le labo, les mains liées et la gorge tranchée. William Matix était suspect dans l'affaire, mais aucun élément concret ne permettait de l'inculper. Il a quand même réussi à toucher l'assurance vie de sa femme. 350 000 $. C'est sûrement ce qui l'a motivé à la tuer, mais bon, aucune preuve. Et l'affaire est toujours non résolue. Pour Michael Platt, c'est pareil. Son ex-femme, Regina Platt, est morte en décembre 1984 d'un tir de fusil à pompe dans la bouche. L'arme était dans sa main, donc la police a conclu à un suicide. Mais tout le monde autour disait qu'elle n'était pas du tout dépressive, qu'elle n'avait aucune raison de faire ça. Il y avait même de grosses disputes entre elle et son mari. Les soupçons se sont tournés vers lui, mais encore une fois, aucun élément suffisant pour l'arrêter. Et vous savez quoi? Il y a une théorie, basée sur des indices circonstanciels, qui dit que les deux mecs s'étaient arrangés entre eux. Chacun aurait tué la femme de l'autre pour détourner les soupçons. C'est pas confirmé. Il n'y a pas de preuves formelles, mais vu ce qu'on a appris sur eux, franchement, c'est pas si tiré par les cheveux. Et voilà, on arrive à la fin de notre histoire. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Et voici d'autres histoires intéressantes à regarder. Merci pour votre écoute. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous!